Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième épisode de podcast Happy Maternity. Le premier vous a bien plu visiblement, j'ai eu pas mal de retours et donc j'espère que ça continuera dans ce sens. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de vous transmettre une interview que j'ai eue avec Claire Grulos, qui est sage-femme spécialisée. J'avais mis un tout mini extrait sur Insta, mais donc là je vais vous transmettre l'ensemble de l'interview. Toujours dans un esprit pour l'instant de podcast assez court. N'hésitez pas à me dire si vous voulez quelque chose de plus long. Alors plus court, je pense que ça va être compliqué, mais voilà. Si en tout cas le format vous convient. Alors, je fais une mini-introduction avant de commencer l'interview. Donc, pour ceux et celles qui me découvrent ici, au niveau professionnel, je suis diplômée, j'ai un master en kiné que j'ai eu en 2008, donc il y a un certain temps. Je me suis toujours spécialisée en abdominopelvien et périnatalité. Par la suite, j'ai décidé de faire ostéopathie, 5 ans. Et je ferai un autre podcast sur la vie professionnelle et la vie de maman, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien qu'on m'a fortement découragée, notamment des collègues, en me disant « tu ne peux pas faire 5 ans d'ostéopathie en ayant une vie de famille, en fait, c'est pas possible ». Il faut savoir que pendant ces 5 ans d'ostéopathie, j'ai eu une interruption médicale de grossesse et j'ai eu mon mon petit garçon. Et donc voilà, j'ai vécu 2 grossesses, 2 accouchements, une maternité, des choses complexes et compliquées, mais tout s'est très bien passé. J'ai pu faire mes 5 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Mais tout ça pour vous dire, je vous ferai un podcast là-dessus. On décourage beaucoup certaines femmes parce qu'elles sont mamans ou qu'elles ont une vie de famille, dire tu ne seras pas capable de. Moi, je pense qu'on est capable d'énormément de choses si on est soutenu un minimum et de croire en soi aussi et ce dont on a besoin. Donc voilà, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc j'ai fait ostéopathie. Pourquoi ? Parce que je voulais je voulais revoir et réétudier certaines parties d'anatomie et je savais que là le niveau de l'anat était assez élevé et moi je sais pas vous, mais moi si on ne m'interroge pas, je n'étudie pas. Et donc, en tout cas, dans ce domaine-là, je savais que l'anatomie, c'est de l'étude pure. Et donc, j'étais très contente de pouvoir être évaluée régulièrement là-dessus. Et donc, je prenais ça très à cœur. Et évidemment, je voulais apprendre toutes des techniques aussi sur l'abdomen pour aider les femmes au mieux, en fait. Parce que souvent, avec mes patientes en consultation en kiné, je disais, allez voir l'ostéo. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même très frustrant. Moi aussi, je veux pouvoir les aider encore mieux. Et donc, voilà, j'ai fait ces 5 ans. Et je suis engagée dans la recherche aussi parce que ça me plaît beaucoup. Et dans l'enseignement, j'enseigne notamment au master en kiné dans ma spécialité. Toujours, c'est vraiment ma passion. Si je peux développer un maximum de choses là-dedans, je le ferai. Et j'ai eu l'honneur d'avoir comme patiente des sages-femmes en rééducation périnéale ou parfois elles avaient des petites questions. Je me souviens de sages-femmes qui venaient en me disant « Aurélie, je veux juste que tu checkes mon périnée, est-ce qu'il est bien ?» pour une séance bilan. Et c'était super agréable parce qu'on a pu échanger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était extrêmement complémentaires. Il faut savoir qu'il y a une petite guéguerre, j'imagine que vous l'avez peut-être déjà entendu, entre comme si on devait faire une séparation ou opposer la sage-femme au kinésithérapeute dans le monde de la périnatalité. Eh bien, malheureusement, moi, je fais partie, ou peut-être heureusement, des thérapeutes qui pensent qu'en fait, on n'est jamais de trop pour aider une maman. Et c'est notamment Claire qui m'a éclairée, qui un jour m'a envoyé un couple de médecins et qui m'a dit, voilà, moi je les suis aussi en préparation à la naissance, je te les envoie, je t'ai conseillé, tu vas pouvoir les suivre aussi. Bon, j'ai eu un petit moment de panique en me disant qu'est-ce que je vais leur apprendre, et surtout qu'elle était pédiatre, et lui anesthésiste, donc c'était rigolo, et donc, du coup, on s'est appelé en fait avec Claire. Elle dit, tiens, mais toi, tu vois quoi en tant que sage-femme ? Et toi, tu vois quoi en tant que kiné ? Puis on s'est dit, mais en fait, ouais, non, on marche pas sur nos plates-bandes du tout. En fait, on est hyper complémentaires, on n'a pas la même vision. Et c'est hyper intéressant.
Et donc, on a commencé à collaborer comme ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie de collaborer avec un maximum de monde autour de la maternité. Je collabore déjà avec pas mal de gynécologues. Mais là, c'était vraiment intéressant de voir qu'on avait ce soutien. On a plus de temps que le gynéco pour prendre soin de la patiente en postpartum et en prépartum. Et donc voilà d'où m'est venue ces collaborations diverses et variées. Et donc si j'ai des kinés qui m'entendent ou des sages-femmes qui m'entendent, sachez vraiment que n'ayez pas peur en fait de collaborer. On n'est pas en compétition du tout, on a exactement le même objectif, c'est prendre soin des femmes dans le monde de la périnatalité. Et je vous assure, d'ailleurs, il y a le métier de doula qui est en plein essor. J'espère interviewer une doula là bientôt, prochainement. Mais du coup, il faut vous dire qu'on ne sera jamais de trop. Par contre, il faut communiquer pour voir ce qu'on fait. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est de discuter un petit peu de la place de la sage-femme, notamment au niveau de l'allaitement. Donc, vous allez voir que ça, c'est plutôt un thème dont parle la sage-femme, même si je vois que maintenant, il y a des formations kiné-allaitement et je trouve ça génial. Mais donc, voilà, je voudrais que vous gardiez dans l'état d'esprit que tout est complémentaire, qu'on peut travailler ensemble, être plus fort et encore mieux soutenir les mamans. Elles ont juste besoin de ça. Et j'ai pas mal de questions. C'est quoi la différence entre la prise en charge d'un kiné et d'une sage-femme? J'espère que là, déjà, ça va vous éclairer sur 2-3 petites choses. Et sinon, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je peux vous faire aussi un podcast sur quelle est la prise en charge plus spécifique chez un kiné que vous pouvez attendre. Bon, j'ai déjà entendu des trucs un peu fous, hein, des cours d'aquagym où on fait juste 1 et 2 et 3 et 4, des cours de gym aquatique collectif. Non, ce n'est pas une préparation à naissance, c'est une activité physique, très intéressant aussi, hein, mais ça n'est pas une préparation à naissance, où on vous parle de faire du yoga ou de... c'est très bien, hein, je ne dénigre absolument pas, je trouve ça génial de faire de l'activité physique, mais ça n'est pas en soi une préparation à la naissance, ce n'est pas... on va dire que c'est complémentaire, voilà, c'est une technique complémentaire, mais ça ne peut pas se résumer à une préparation à naissance. Donc voilà, il faut essayer d'entourer au mieux les mamans et de surtout les informer en fait, parce qu'elles ne savent pas, et beaucoup de femmes... n'avaient pas pu faire de choix éclairés, ont pris ce qu'il y avait en suivant l'un ou l'autre conseil, en suivant un petit peu ce qui se passe. Et donc je pense qu'il est temps de pouvoir les éclairer et de les guider au mieux pour qu'elles puissent aller en fait faire la préparation vers les professionnels qui lui conviennent, qui lui correspondent et qui correspondent surtout à ses envies et ses besoins. Tout ça dans la bienveillance et dans la collaboration. Je vous souhaite une excellente écoute de cette interview. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucun épisode et à aussi me noter au niveau des petites étoiles. Là, il y a les 5 petites étoiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, ça vous prend quelques secondes, mais le podcast, ça lui permet d'augmenter en visibilité. Ça veut dire que vous allez permettre au podcast et à plein de femmes d'avoir une meilleure visibilité en fait de ce qu'on peut raconter ici et donc de transmettre le message à un maximum de monde. Ça, vous avez ce pouvoir-là. Et donc, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera très plaisir et à me faire un retour sur Insta. Je vous souhaite une excellente écoute et à bientôt. Bonjour, je suis très heureuse d'avoir Claire aujourd'hui pour discuter de l'allaitement. Oui. Claire, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Claire Grulos, je suis sage-femme et consultante en lactation. J'accompagne les familles avant la naissance et après la naissance de leur enfant et particulièrement autour de l'allaitement et du sommeil de l'enfant. Ok. Quels sont les conseils donc on a envie de se centrer aujourd'hui sur l'allaitement, principalement, parce que tu fais plein d'autres choses aussi. Mais donc, si on reste sur l'allaitement, une de tes spécialités, quels sont les conseils? Est-ce qu'on peut venir poser des questions? Est-ce que ça a un intérêt de poser des questions sur l'allaitement alors qu'on est enceinte et qu'on n'a pas encore accouché? Oui, alors l'allaitement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas instinctif. Et ça nécessite de la patience, de l'apprentissage et de la réadaptation. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans la préparation à l'allaitement, ça ne va pas spécialement être au niveau pratique, ça ne va pas spécialement être au niveau des positions que l'on va adopter une fois que son bébé sera là. Okay. Je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de se concentrer sur ce qu'est l'allaitement, ce que représente l'allaitement au niveau de la relation, de la maman et de l'enfant,
ce que ça implique au niveau des rythmes pour le bébé, pour la maman. Et surtout, en fait, un bébé humain qui vient d'arriver sur Terre est un bébé qui est une personne qui va avoir des rythmes très changeants. Donc les 2 premières heures vont être très différentes des 48 premières heures, donc des 2 premiers jours, qui vont être encore très différents des 3 jours suivants, qui vont être différents des 2 semaines suivantes et du mois d'après, et tout ça au cours de l'allaitement. Du coup, ce que je trouve plus intéressant à préparer est effectivement l'attente que l'on a vis-à-vis des rythmes du postnatal, des attentes vis-à-vis de notre enfant, plutôt que de la manière dont on va placer nos mains, nos bras et ce que l'enfant va faire. Parce que chacun a une individualité qu'on ne sait pas prévoir à l'avance. Oui, c'est ça. En fait, tu ne vas pas leur dire il faut absolument que vous teniez bébé comme ceci, comme ça. Ils ne vont pas repartir avec des fiches, avec des positions, comme moi je fais pour les positions de travail, mais des positions de comment c'est le mieux d'allaiter. Ce que tu veux dire, c'est que vous allez voir dans la globalité un petit peu plus. Oui, oui, vraiment, c'est ça. Je me concentre plus sur la relation et sur les attentes que sur les positions. Alors après, j'ai quand même tendance à expliquer les positions ou les bonnes positions d'allaitement et ce à quoi on peut s'attendre. Donc de nouveau, plus se concentrer sur la manière dont le bébé va mettre sa bouche sur le sein plutôt que ce que je fais de mes mains. Ok, génial. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut préparer vraiment pour l'allaitement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit prévoir, qu'on peut embarquer avec nous à la maternité, ou des choses, des petits tips ou des outils qu'on doit avoir si on se dit « Ok, j'ai envie d'allaiter ». Oui, alors quand même, on peut préparer quelques petites choses avant d'accoucher. Une des choses que l'on peut préparer, que je conseille à tout le monde, ça s'appelle l'expression manuelle. Okay. Donc l'expression manuelle est le fait d'aller extraire du lait du sein avec la main. Okay. En gros, de pouvoir préparer le corps, de pouvoir se préparer à la relation que l'on va avoir avec ses propres seins, de pouvoir dire à sa glande mammaire qu'en fait un bébé s'en vient et qu'il est intéressant de commencer à préparer, et de pouvoir déjà acquérir les premiers automatismes autour de l'allaitement. Ces automatismes vont permettre, à partir du moment où le bébé est là, de pouvoir l'accompagner de manière plus adéquate dans le démarrage de son alimentation. Okay. Parce que certains bébés vont quand même avoir des réflexes très innés, vont pouvoir remonter le ventre de leur maman, venir chercher le sein et vont être hyper autonomes. Et d'autres bébés vont avoir des naissances plus sportives, plus compliquées, vont naître plus tôt, vont avoir un plus petit poids de naissance, seront plus fatigués et vont avoir besoin d'être soutenus et accompagnés. Et l'expression manuelle va pouvoir aider dans tout ce soutien. Mais c'est pas quand on vient d'accoucher, après plusieurs heures de travail, une fatigue et une intensité émotionnelle, qu'on arrive à apprendre des nouvelles choses. Donc ça, j'essaye de le devancer. Okay. Pareil, accompagner les rythmes, et donc ça fait partie des choses. Et alors, tout le soutien aux douleurs qui peuvent survenir, ou à la prévention des blessures, des crevasses, ou au traitement des blessures et des crevasses. Donc ce que l'on peut prévoir, on peut essayer de le faire en amont, tout en se disant qu'on ne sait pas non plus tout prévoir, quoi. Et est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'allaitement, ça fait mal? Alors, j'imagine qu'on te le demande. On me le demande tout le temps. Et c'est marrant parce que tout le monde ne pense pas que l'allaitement fait mal, Okay. ou d'autres personnes pensent que ça fait vraiment toujours très mal. Donc l'allaitement fait mal. Il faut se dire que la peau des mamelons est une peau ultra sensible, c'est une zone érogène, et donc qui, en fonction des femmes, a une sensibilité différente, comme tout le reste de notre corps. Donc en fonction de cette sensibilité, on risque d'avoir plus ou moins mal en début d'allaitement. C'est comme nos lèvres en début d'hiver qui vont au début s'irriter très très fort face au froid, et qui, à mesure du temps et à mesure de la confrontation au froid, vont se renforcer, et à la fin de l'hiver, on n'a plus besoin de beurre de cacao parce qu'on est bon, on est renforcé. C'est comme les pieds quand on fait une randonnée, au début on a des ampoules, à la fin on n'en a plus. C'est la même chose, donc on a besoin d'un certain entraînement. Okay. Donc le démarrage de l'allaitement
peut être douloureux, mais surtout, en fait, les premières secondes du début d'une tétée peuvent être douloureux. Si la douleur se maintient au-delà de 30 secondes, c'est qu'il y a un souci. D'accord. Donc là, je conseille d'en parler à un professionnel. C'est ça, ouais. Parce que ça peut amener d'autres choses aussi après les douleurs, du coup. Oui, la douleur est un signal, comme au moment de l'accouchement. Donc la douleur peut être un signal, ok, la prise est bonne parce qu'elle diminue et que ça fonctionne. Une douleur qui se maintient au-delà de 30 secondes est toujours anormale et nécessite une amélioration. Ok, ça c'est Donc intéressant. ne pas rester avec des douleurs d'allaitement, ça c'est important. Oui, et puis après on se frustre, ça fait un cercle vicieux. Hein. Il y a des mamans des fois qui pleurent parce qu'elles se forcent à allaiter, puis que ça fait encore plus mal. Et donc ça, j'imagine que tu as déjà rencontré aussi. Il faut surtout se dire que l'allaitement, c'est 8 à 12 tétées par jour. Quand je vous dis que les mamans, c'est des sportives de haut niveau. Oui, donc avoir mal de manière très intense, 8 à 12 fois par jour, parce que quand une tétée fait mal, c'est aussi régulièrement une tétée qui est longue parce qu'elle est moins efficace. On tombe sur 6 heures par jour de douleur. L'accouchement, c'est presque rien à côté, quoi. Voilà, comme ça, vous savez. Et s'il y a une maman qui te dit, moi, je viens me faire préparer, ou elle te donne des conseils, et elle te dit, moi, je veux pas allaiter de prime abord, comme ça, sachant que tout est possible, on peut changer d'avis au dernier moment. Tout à fait. Mais si elle se dit, moi, là, j'ai pas envie d'allaiter, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? De quoi tu vas parler, du coup ? Alors, de toute façon, je maintiens toujours la préparation au rythme du bébé, et donc quelle peut être la différence entre l'allaitement ou l'allaitement au biberon. Alors, j'explique toujours la physiologie aussi de la lactation, la physiologie de base, en sachant que en fonction des maternités, en fonction des gynécologues, on donne des médicaments qui peuvent inhiber la lactation et les montées de lait, à savoir que ces médicaments sont comme tout apport médical, comme la péridurale, c'est pas toujours optimal à 100%. Il y a des fois des effets secondaires aussi. Il y a des effets secondaires et parfois le corps prend quand même ses droits et donc on a quand même une montée de lait qui suit. Donc à savoir que le corps va toujours la physiologie des choses et que les 3 premiers jours, on est sur une phase colostrale, donc a priori, on n'a pas de sensation de montée de lait. Après, la montée de lait dure environ en vague 3 jours. Donc, on a plus ou moins 36 heures de montée, 36 heures de redescente. Et donc, je préfère sensibiliser à la gestion de cette vague et pour pouvoir la laisser passer. Comment soulager l'inconfort que ça peut créer et laisser le corps faire son travail. Mais donc, c'est se dire que, grosso modo, en 10-15 jours, l'arrêt de l'allaitement est possible. Est faisable, quoi. Ok. Et si tu devais exprimer, est-ce qu'elles vont reconnaître la montée de lait ? Comment ça se passe ? Alors... Pas en détail, mais voilà. Donc pour une femme allaitante, parce qu'il y a de nouveau la différence entre allaitante et non allaitante, pour une femme allaitante, il faut savoir qu'un tiers des femmes ne vont pas ressentir leur montée de lait. Ok, c'est intéressant, ça je savais pas. Parce que de nouveau, on retombe dans le rythme d'un bébé, la moyenne est de 8 à 12 tétées par jour, certains bébés vont téter 16, 18 fois par jour. Et donc on est sur des toutes petites tétées. Alors, on a des normalités en fonction des périodes de vie de l'enfant, forcément. Mais comme les bébés vont téter tellement régulièrement, il n'y aura pas de sensation de montée trop intense. Ok, donc c'est quand même intéressant qu'il faut mettre beaucoup de choses dans la balance. Donc la montée de lait, c'est comme une réaction inflammatoire. Donc les seins vont grossir, on va sentir une chaleur, on va sentir une plus grosse lourdeur. Le principal est d'essayer de ne pas aller trop loin dans cette montée de lait. Quand on va un peu trop loin, c'est ce qui s'appelle en fait l'engorgement, donc c'est la complication de la montée de lait. Quand tu dis aller trop loin, c'est rester un certain temps sans donner le sein. Voilà, sans donner le sein, et donc c'est là qu'on entend parler des seins qui sont durs comme de la pierre, du lait qui n'arrive plus à sortir, ça me rappelle de l'aréole et du mamelon qui sont œdémaciés, et donc en fait ça engendre des difficultés d'allaitement. Mais donc de nouveau, à savoir que la montée de lait est un processus normal qui nécessite une certaine attention,
attention, mais tout comme on s'occupe de son enfant et il y a une certaine attention, Ouais. que la complication s'appelle en fait l'engorgement. Et donc cette montée de lait trop importante avec des seins durs comme de la pierre fait plutôt partie de la complication que de la normalité. Ok. Et je me souviens, moi, que chaque fois que j'ai allaité, ça me donnait un espèce de shoot. Mais on me disait, c'est un shoot de bien-être. Et moi, c'était un shoot de... j'avais envie de me reposer, de cocooner vraiment très, très fort. Mais j'ai senti vraiment de façon... J'ai l'impression qu'on me droguait, c'était impressionnant. Mais j'avais un shoot un petit peu plus down comme ça, un peu plus presque triste. Et je sentais, je disais à mon mari, même quand j'allaitais pas, au moment où c'était presque le temps d'allaiter, tu vois, tu sens ton sein et presque tu perds un peu de lait. Et tout d'un coup, je me disais... alors, est-ce que je sais pas, est-ce que tu as des mamans qui t'expriment différentes sensations psychiques qu'elles peuvent avoir des fois Oui. Alors, ce que tu décris là, ça s'appelle un réflexe d'éjection dysphorique. Donc, c'est vraiment une sensation plutôt d'humeur dépressive au moment du réflexe d'éjection. Ça, c'est normal. Oui. Okay. Ça... Je me disais, je suis la seule. En fait, il faut se dire que... J'aime bien dire qu'on ne peut pas avoir de cours d'allaitement parce que l'allaitement, en fait, ça fait partie de la vie, quoi. Et donc, il y a plein de choses avec plein de... C'est l'arc-en-ciel de la vie, quoi. Okay. Donc, oui, ça arrive à plusieurs mamans. C'est normal, c'est hormonal. C'est une réaction face à ce shoot d'ocytocine. Et souvent, en fait, après le réflexe d'éjection, ça repasse complètement. Et donc, d'une maman à l'autre, ça peut être plus important ou non, et d'où certaines mamans qui vivent l'allaitement comme un moment d'extase, et d'autres pas du tout. Et alors, il faut savoir que c'est pour ça que l'allaitement, on est bien au-delà de nourrir son enfant, c'est qu'on est dans de la relation aussi. Et donc, c'est aussi pouvoir accepter le rapport à son propre corps, le contact avec son propre corps, et tout ce que ça implique, et l'interdépendance maman-bébé. Donc, on se dit souvent que son bébé est accro à soi et qu'on veut rester indépendant, mais savoir qu'il y a des mamans qui sont aussi accros à l'allaitement. Oui, c'est ça. Ouais. D'où l'intérêt de préparer un peu et de savoir ces infos. C'est normal, c'est pas normal. Tu sais, le fameux truc où il y a beaucoup de mamans qui disent « je suis seule à vivre ça », mais en fait, si elles ont préparé ça, elles peuvent te contacter aussi face à ça. Elles ont un échange, elles savent chez qui elles doivent aller, parce que c'est compliqué aussi en postpartum de se dire alors à qui je dois poser cette question. Comme tu dis, on a le cerveau complètement ailleurs, on manque de sommeil, on est fatigué, et donc c'est bien en amont d'avoir des personnes ressources aussi pour discuter de ça justement. Oui. Alors là, ça fait partie de tout l'éventail du postpartum, mais j'aime beaucoup expliquer que il y a un proverbe africain qui est quand même bien connu qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Donc j'aime toujours bien informer sur l'importance du village des personnes proches, des personnes ressources. Mais je dis aussi souvent qu'en fait, moi, je fais partie de ce village au niveau professionnel et que les parents n'ont absolument pas besoin d'avoir des cours de parentalité. Les parents n'ont pas besoin d'avoir des cours pour être sage-femme, pour être pédiatre, pour être kiné. Ce qui est important, c'est de savoir qui j'appelle en fonction de telles questions. D'où l'importance de contacter des professionnels avant, la sage-femme pour le suivi postnatal, le suivi médical rapproché, le suivi de l'allaitement, parce que savoir que c'est la seule profession qui est expert en allaitement. Donc après, c'est d'autres professions qui se spécialisent, mais donc voilà. Savoir connaître sa kiné, parce qu'en fait... prendre un rendez-vous rapidement, savoir, ok, là j'ai une question, j'ai des fuites, j'ai des sensations douloureuses, qui est-ce que je peux contacter dans les premiers jours et ne pas attendre 6 semaines, comme on m'a dit de le faire, quoi. Avoir son gynécologue ressource, avoir le pédiatre, enfin voilà, avoir vraiment créé son village pour se dire, là maintenant j'ai une question, qui je contacte. Top, effectivement. Je pense que c'est hyper important de parler du pédiatre aussi, tout à fait. Et du coup, à partir de quel moment, parce qu'il y a toute une mise en route de l'allaitement, à partir de quel moment on dit que, allez, ça roule l'allaitement? Est-ce qu'il y a un timing ou pas du tout? Oui, alors oui, ça aussi, ça fait partie des grandes questions. Souvent, les gens sont étonnés, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Les mamans sont très étonnées sur le rythme que j'ai déjà répété plusieurs fois, le 8 à 12 tétés par jour, qui est en fait une normalité pendant des mois. Oui, c'est du coup beaucoup plus... Ça paraît beaucoup plus intense que ce à quoi on s'attend. Tout à fait. Ou ce que la société a tendance à nous véhiculer.
Et j'allais dire, tu m'as reposé une question que j'ai oubliée. Oui, à partir de quel moment on Oui, se à dit partir de que ça quoi, roule, voilà. quoi. Tu vois, il y a une mise Voilà. en route de l'allaitement parce que moi, je pensais que c'était très rapide. Oui, non. Et je crois que ce n'est pas aussi rapide qu'on est le dire. Non, on compte grosso modo 1 mois, donc entre 2 et 6 semaines. Ok. Et là, normalement, alors sachant que le rythme change en fonction du rythme du bébé aussi, Oui, comme tu disais dès le début, c'est ça qui n'est pas facile, c'est de s'adapter. Mais on pourrait dire, c'est ça que tu dis, entre 4 et 6 semaines, on a un allaitement qui est mis en place. Un rythme qui roule, un bébé qui a une prise de poids correcte et cohérente, des mises au sein qui sont fluides et des mises au sein qui du coup ne sont pas douloureuses. Mais on n'a pas besoin de bien s'installer pour la tétée. On est grosso modo sur 1 mois. Okay. Donc c'est vraiment important de savoir qu'au bout de 3 jours, rien n'est joué. Ok. Top, merci. Et alors, peut-être une dernière question. Quelles sont les choses, si tu devais donner un conseil à une maman qui doit allaiter, ou les questions que tu vois qui reviennent chaque fois et tu te dis, mais je leur explique, ou elles n'ont pas fait de préparation. D'ailleurs, petite question à aparté. Tu as beaucoup de mamans qui font des préparations, qui viennent poser des questions sur l'allaitement avant d'avoir leur bébé. Alors, des mamans que j'accompagne en postnatal, en fait, souvent, quand on me contacte pour un suivi postnatal, je demande une première rencontre. Ok. Pour se rencontrer, pour construire le village et aussi pour un peu aller explorer les souhaits. Du coup, je dirais quand même une majorité. Ok, ça c'est chouette. Ouais. C'est bien. C'est top. Je réfléchis un peu, mais oui. Ok, et donc on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ? Allez voir une sage-femme. Allez vous informer et surtout que ce soit... aucune préparation n'est inutile parce qu'on entend souvent « je ne vais pas me préparer parce que ça va être une césarienne ». En fait, si, allez voir une kiné, allez voir une sage-femme, allez voir une doula en fonction de la personne ressource qui est importante ou à les combiner parce qu'en fait, on n'a jamais trop de ressources. Non, allez fabriquer votre village, en fait. Oui. Passer des entretiens pour préparer votre village, en fait, c'est peut-être ça. Hein. Préparer notre nid, ça veut préparer notre village aussi, notre nourriture au congélateur, pour les mamans. Eh ben, préparer votre entourage aussi. On parlait du pédiatre aussi, que c'est important d'avoir un spécialiste du bébé, la spécialiste du périnée de l'allaitement, les spécialistes biomécaniques, on va plus vous aider ventre, périnée. Mais donc, je pense que c'est intéressant, effectivement, d'aller chercher son village. Oui, la préparation de son village et de voir les personnes avec qui on s'entend bien. Oui, ça aussi. Hyper important de matcher. Moi, je me souviens, la première pédiatre que j'ai pris qui était dans le coin, tout près, ça n'a pas matché du tout. J'avais une mastite, elle m'a dit surtout arrêtez d'allaiter. Mauvaise idée. Voilà. J'ai dit ah bon, je dois arrêter. Ah oui, surtout arrêter tout. Et ma gynécologue qui m'a dit mais pas du tout en fait, il faut au contraire. Et donc j'ai dit je vais changer de pédiatre. Et puis de bouche à oreille, j'ai trouvé un pédiatre qui me correspond. Et il faut trouver qui correspond aussi à vos attentes, à ce que vous attendez d'un médecin et à vos croyances aussi thérapeutiques qu'on a chacun, nos orientations thérapeutiques. Si vous aimez plus l'homéopathie, vous avez plus envie quelqu'un qui est orienté médecine parallèle ou pas du tout, quelqu'un, peu importe, c'est important d'avoir un thérapeute aussi qui a la disponibilité qui est importante pour vous. Que vous sachiez, moi le pédiatre par exemple, c'était hyper important. On n'en trouve pas beaucoup. Il est d'ailleurs débordé, mais que je puisse l'appeler. En fait, l'avoir au téléphone et pas la secrétaire. Je voulais un pédiatre que je puisse avoir au téléphone. Et on laissait des messages, et il recevait notre petit assez rapidement s'il fait dans la journée. Plutôt, sinon vos urgences. Mais c'est vrai que c'est chouette d'avoir ces liens et aussi, comme disait Claire, de connaître la personne qui va s'occuper un peu de votre intimité, que ce soit la sage-femme, le kiné, gynéco. C'est chouette d'avoir créé un lien avant. C'est plus facile, je pense, après de pouvoir parler de votre intimité et de pouvoir discuter. On se sent plus à l'aise et confortable. Et autant pendant la grossesse, on voit que nos hormones changent énormément de trucs, autant en postpartum aussi, on est beaucoup plus sensible. Oui. Il y a une doula avec qui je travaille qui me disait en fait qu'elle sensibilise les mamans à aller rencontrer une sage-femme parce que en tant que sage-femme, en fait, on fait le suivi médical au retour de la maternité. Donc, en fait, on rencontre les familles aux 3 jours de vie de l'enfant, quoi. Et elle leur dit, mais en fait, vous allez être une maman lionne à ce moment-là. Hormonalement parlant, on ne veut pas lâcher son enfant. Est-ce qu'on va être d'accord que cette personne approche notre enfant ? C'est important de pouvoir nouer un lien à l'avance. Alors, quand ça se passe pas, quand on n'a pas l'occasion de se rencontrer, on le fait. Mais c'est vraiment se dire par respect pour soi-même. En fait, c'est important de pouvoir se dire j'ai confiance en elle ou pas. Oui, tout à fait, je pense. Bon, super, plus rien à rajouter ?
Non. Non. Ok, bon, on espère que ça vous a plu cet entretien. Oui. On refera peut-être si ça vous convient. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne grossesse si vous attendez un heureux événement. Et puis n'oubliez pas de vous préparer. À bientôt. Voilà qui clôture l'interview que j'ai pu avoir avec Claire Grulose, la sage-femme. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre les petites étoiles. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous aurez écouté le podcast et on se retrouve sur Insta.